Monsieur Reporter, Étienne Chouard. Étienne Chouard, vous avez été un des acteurs du non au référendum en 2005 et vous êtes toujours un acteur du débat sur les institutions, sur le traité européen et sur la démocratie. Quelle est votre analyse du traité simplifié qui vient d'être adopté par les exécutifs européens ? Ouais, le débat, il faut le dire vite, parce que le débat sur les institutions, il n'y en a pas. En fait, précisément, on est en train d'évacuer le débat purement et simplement en nous imposant par voie parlementaire ce qu'on a expressément refusé par référendum. Le traité modificatif européen, le TME, est une copie conforme sur l'essentiel, une copie conforme du TCE, et on se fout du monde à nous dire qu'on a retiré l'emblème, on a retiré l'hymne, on a retiré le mot constitution, donc les problèmes les plus importants ont été réglés. C'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Le TME, c'est le TCE, et on va nous l'imposer alors qu'on ne le voulait pas. TME, c'est quoi, et TCE, c'est quoi ? Traité modificatif européen. Bon, il y a plusieurs appellations, mais enfin, vous voyez ce dont il est question. Le nouveau traité qui est en cours est plus compliqué que le TCE. Il est inextricable. Sur le fond, il contient exactement ce que prévoyait la Convention de 2004, ce qu'on appelait la Convention Giscard, et donc ce qui était dans le TCE. Le plus dangereux étant dans la partie 1 et dans la partie 4 pour ce qui concerne les modalités de révision de la Constitution. La partie 1 et la partie 4, on n'a pas eu de débat dessus. Et pourtant, l'abandon de la démocratie, la négation de la démocratie, le danger des pouvoirs sans contrôle, c'est bien dans la partie 1 que c'est écrit. Précisément, quels sont les aspects qui vous paraissent les plus discutable. Un parlement sans pouvoir. Alors on nous dit le pouvoir du Parlement augmente. C'est vrai qu'il augmente, mais il augmente en restant dérisoire, insuffisant. Et surtout la confusion des pouvoirs dans les mains de l'exécutif, de la Commission et surtout du Conseil des ministres, avec une série de sujets non listés, donc cachés, qu'il faut chercher pour arriver à repérer, une série de sujets sur lesquels l'exécutif décide seul, sans le Parlement. Ça s'appelle la confusion des pouvoirs. C'est inacceptable. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de débat là-dessus, qu'on me contredise, qu'on nous explique. Et quels sont les sujets concernés, justement, qui échappent au contrôle du Parlement européen ? Alors, comme par hasard, ce sont des sujets sûrement sans importance, comme le marché intérieur, la concurrence, une bonne partie du droit du travail. En fait, la circulation des capitaux, la fiscalité, pour une part, comme par hasard, des sujets sur lesquels les banques et les multinationales ont intérêt à ce qu'on ne touche pas et à ce qu'il n'y ait pas de contrôle parlementaire. Je suis désolé, je trouve ça scandaleux que ce que j'appelle moi des lois sans parlement, ça s'appelle des procédures législatives spéciales, ça s'appelle des actes non législatifs, ça porte des noms qui ne sont pas parlants, c'est listé nulle part, mais ces normes sans contrôle parlementaire sont un pur scandale. Et c'est incroyable qu'il n'y ait pas de débat dessus. Je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas de débat. Je me trompe peut-être, mais qu'on me le démontre, qu'on en parle. Mais c'est pas tout. Je vous parle des lois sans parlement, mais c'est pas le seul problème. La dépendance des juges envers les exécutifs qui les nomment, c'est une folie. C'est une folie. Alors les exécutifs qui confondent les pouvoirs en leurs mains sur des sujets cachés et importants, et puis en plus qui s'assurent de la fidélité des juges en les nommant pour 6 ans, renouvelables. Attendez, mais c'est pas comme ça dans les démocraties. Les juges, normalement, sont indépendants. Ils sont pas dépendants des exécutifs comme ça pour leur carrière. Et comment ça se fait que ce soit pas au débat, ça? C'est fou qu'on n'en parle pas. Et c'est pas tout. Je vous parle encore de la souveraineté monétaire qui est abandonnée. Il y a un sabordage monétaire qui est écrit dans l'article 104 de Maastricht. Est-ce que vous avez eu un débat là-dessus? Est-ce que quand vous avez eu, pendant le débat sur Maastricht, est-ce qu'on vous a parlé de l'article 104? Est-ce qu'on vous a expliqué que les États, par cet article, abandonnent aux banques privées la création monétaire et s'interdisent de créer la monnaie dont les peuples ont besoin? Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce que ça fait l'objet d'un débat? Pas du tout, c'est escamoté, alors que, à mon avis, c'est le
cœur du projet européen, c'est l'article 104 de Maastricht. C'est-à-dire, c'est priver les États de la souveraineté monétaire. Est-ce qu'il y a eu un débat là-dessus? Rien du tout. Et on est en train de nous l'imposer. Alors pourquoi, comment expliquez-vous justement que, alors qu'il y avait eu un énorme débat en 2005 autour du traité européen, là, ce traité modificatif est passé en quelque sorte comme une lettre à la poste, sans que précisément il y ait eu même pas l'ombre d'une discussion de ces dispositions? Mais parce que les peuples se mobilisent quand ils savent que ça a une chance d'aboutir. Je veux dire, si on sait que c'est fermé, si on sait que c'est bouclé, si on sait que le viol est écrit, programmé, et qu'il n'y aura rien à faire pour lutter, les gens ne vont pas se mobiliser pour rien. En 2005, il y avait une opportunité, une vraie possibilité, une ouverture politique pour freiner ou rendre possible quelque chose. Donc ça valait le coup de réflechir. Et d'ailleurs, j'observe que sur un texte qu'on nous annonçait poussiéreux, ennuyeux, les gens ne vont pas s'y intéresser. En fait, on n'avait jamais eu une activité politique comme ça depuis mai 68. C'est fou ce que les gens se sont intéressés à ce sujet, mais d'ailleurs parce que c'est central, la Constitution, c'est absolument central. Nos libertés sont défendues ou abandonnées dans la Constitution. Et on est fou de déléguer ça, de laisser écrire les Constitutions par les hommes dont la Constitution est précisément censée limiter le pouvoir. C'est pas à eux d'écrire la Constitution, c'est de l'abus de pouvoir caractérisé. C'est sûr, ils ont le pouvoir et ils en profitent pour régler eux-mêmes les limites de leur pouvoir. Donc ils ont le pouvoir, ils le font, mais c'est de l'abus de pouvoir. Mais c'est notre faute, on est fou de laisser faire ça. On est fou de laisser écrire la Constitution et modifier la Constitution par les parlementaires, les ministres, les juges. Ça devrait être n'importe qui d'autre. La Constitution, c'est l'organisation, les règles qui organisent les différents pouvoirs en assurant leur indépendance les uns par rapport aux autres, c'est ça? Non, la Constitution, c'est pas ce qui organise, parce que les pouvoirs n'ont pas besoin de nous pour s'organiser. La Constitution, c'est le texte qui affaiblit les pouvoirs. La Constitution, c'est un texte de défiance. Relire Benjamin Constant, relire Montesquieu, relire les libéraux. Les libéraux, depuis Hobbes, Montesquieu, Benjamin Constant, Tocqueville, se méfiaient de l'État comme on se méfie de la peste, parce que les exécutifs sont dangereux, les exécutifs ont une tendance à s'autonomiser, les exécutifs ont une tendance à devenir tyranniques. Depuis la nuit des temps, on se méfie des pouvoirs et on a raison. Et la Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs, ça sert pas à organiser les pouvoirs, ça sert à les affaiblir. Mais si on laisse la Constitution, si on la laisse écrire par les hommes au pouvoir eux-mêmes, on est fou, parce que ça va pas marcher, ils vont évidemment pas limiter les pouvoirs. Et ça devient tyrannique. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, ils légalisent la torture, ils organisent des camps de concentration sans procès, sans jugement, sans défense, ils fliquent leur population, ils la surveillent, ils la traquent, ils foutent des balles dans la tête de ceux qui condamnent la guerre. Enfin, faut regarder l'état policier qui est en train de venir des États-Unis, c'est parce qu'il n'y a pas de constitution. La séparation des pouvoirs n'est pas convenablement assurée, et chez nous, c'est pareil. Et ça, on ne s'en aperçoit que quand des fous arrivent dans ces institutions. Alors là, on s'aperçoit que les institutions sont de mauvais remparts. Mais il ne faut pas attendre que des gens dangereux arrivent dans les institutions pour y réfléchir. Les institutions devraient prévoir qu'en aucun cas, même si un fou arrive au pouvoir, il ne faut pas qu'il ait le moyen d'abuser du pouvoir. Eh ben, c'est le moyen d'obtenir cet effet-là, on le lit dans la démocratie athénienne où il y a 1000 leçons, la rotation des charges, la reddition des comptes, le tirage au sort au moins mêlé à l'élection pour éviter la corruption liée à la campagne électorale et à l'élection qui en fait nous font désigner des tyrans. Il y a 1000 leçons à tirer de la démocratie athénienne, mais il ne faut pas compter sur les parlementaires et sur les ministres pour nous écrire des règles démocratiques. Est-ce que cette évolution, des libéraux, qu'on appelle maintenant les néolibéraux, qui sont des anti-libéraux, qui maintenant organisent les pouvoirs précisément pour évacuer le pouvoir du peuple, pour évacuer les contrôles démocratiques et pour, je simplifie, laisser le champ libre aux grandes banques, aux grandes multinationales et aux exécutifs qui leur sont liés, est-ce que finalement les néolibéraux n'abandonnent pas le libéralisme politique, ou est-ce qu'il y a quelque chose de vicié Non, mais les néolibéraux, ils ne sont pas libéraux du tout. Enfin, le néolibéralisme, c'est le contraire du libéralisme. C'est la dérégulation, c'est l'affaiblissement. C'est l'affaiblissement du contrôle des puissants. Je veux dire, on retourne à la jungle avec le néolibéralisme. C'est le contraire du libéralisme. Les libertés individuelles ont tout à perdre du néolibéralisme. Le libéralisme, c'est tout ce qui va. Le vrai libéralisme, le libéralisme authentique, il cherche à protéger les libertés individuelles. Le néolibéralisme, il cherche à libérer les plus forts.
une usurpation, une imposture de s'appeler libéral quand on est ultralibéral, quand on... je veux dire, Comment imaginez-vous un renouveau de la démocratie, c'est-à-dire un retour du peuple pour prendre en quelque sorte, reprendre la maîtrise de sa destinée? Je suis sûr que la seule voie possible, c'est de se réapproprier le processus constituant. C'est-à-dire que notre impuissance politique, elle est programmée, elle est écrite quelque part, elle est écrite dans la Constitution française et la Constitution européenne. Tant qu'on n'aura pas le respect de l'initiative populaire, donc soit le référendum d'initiative populaire, en le bordant, en le limitant comme il faut, s'il y en a qui ont peur d'excès, limitons-le, mais il faut qu'on ait le référendum d'initiative populaire, c'est central dans la démocratie. Et tant qu'on n'aura pas imposé un processus constituant honnête dans lequel ceux qui écrivent la Constitution ne l'écrivent pas pour eux-mêmes, tant qu'on n'aura pas imposé un processus constituant désintéressé, on n'en sortira pas, on restera dans ce que j'appelle la préhistoire de la démocratie, voire on va retourner au féodalisme, à la féodalité, à la barbarie de la loi du plus fort. Je veux dire, moi j'ai l'impression que plus l'Union européenne clame le fait qu'elle défend la démocratie, plus j'ai l'impression qu'elle fait le contraire de ce qu'elle prétend. Je veux dire, pour moi, la démocratie, il ne suffit pas de la clamer, ça se prouve dans des institutions. Dans la séparation des pouvoirs, on constate de la démocratie. Dans le respect de l'initiative citoyenne, on constate la démocratie. Dans la rotation des charges, on constate la démocratie. Dans la reddition des comptes, dans les représentants qui, entre deux élections, sont soumis à un contrôle et peuvent éventuellement être sanctionnés entre deux élections, on constate la démocratie. Mais quand on nous prétend que l'élection est le seul moyen de contrôler les pouvoirs, on se fout du monde. L'élection, c'est pas un moyen de contrôler les pouvoirs, c'est un moyen de désigner les pouvoirs, c'est un acte de confiance pour l'avenir, et le transformer en acte de sanction à la fin d'un mandat, c'est une supercherie, c'est une déviance. L'élection, ça devrait pas servir à ça. Alors ça sert à ça parce qu'on n'a que ça, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de contrôler les pouvoirs, mais ça devrait pas être ça. L'élection, c'est un pari sur l'avenir. Il devrait y avoir, entre deux élections, à tout moment, il devrait y avoir un moyen de surveiller et de contrôler et de sanctionner les élus défaillants, les responsables de l'État défaillants. Mais si on n'arrive pas à ça, c'est parce que ceux qui ont écrit les règles les ont écrites pour eux-mêmes. Je veux dire, la cause est donc la solution. La cause de notre impuissance politique, elle est dans la qualité des auteurs des institutions, et partout dans le monde, et à toutes les époques. Et la seule époque où on a connu une démocratie, c'est-à-dire à l'époque athénienne, comme par hasard, ceux qui ont écrit les règles, Dracon et Solon, les ont pas écrites pour eux-mêmes. Dracon était un étranger à Athènes, et on l'a appelé et il faisait souvent ça dans les cités, parce qu'il savait que les règles étaient mieux écrites par des étrangers, parce qu'ils les écrivaient pas pour eux-mêmes, comme par hasard. Et Dracon et Solon se sont ensuite, après avoir écrit les règles, expatriés pour 10 ans, pour bien montrer qu'ils n'étaient pas jugés partis. Putain, ça a une autre gueule que les parlementaires qui écrivent eux-mêmes la Constitution, ou des ministres qui écrivent eux-mêmes la Constitution. C'est pas juste, ils ne devraient pas. Étienne Chouard, sur Reporter, le 20 octobre 2016.